Bienvenue à tous et à toutes sur les ondes des humanités. Alors toujours avec le lycée Notre-Dame de Valenciennes, nous sommes là sur Radio Club de Wallers, merci à eux d'ailleurs, pour parler du film Certains l'aiment chaud. Alors après être passé par les côtés monstrueux, les plus horribles du cinéma, on est aujourd'hui pour dépressuriser avec ce film de Billy Wilder, une pure production hollywoodienne donc avec un rythme assez élevé. Donc je suis toujours accompagné de la compagnie. Bonjour Agnès. Bonjour Alexis. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Bonjour Jade. Bonjour Alexis. Et bonjour Léna. Bonjour Alexis. Donc pour en savoir un peu plus sur le film, je laisse Agnès vous le présenter. Certains l'aiment chaud, Some Like It Hot en anglais est une comédie américaine sortie en 1959 et réalisée, comme l'a dit Alexis, par Billy Wilder. Le film met en vedette Marilyn Monroe, Tony Curtis et Jack Lemmon dans les rôles principaux. L'histoire se déroule à Chicago en 1929 pendant la Prohibition. Deux musiciens de jazz au chômage, Joe et Jerry, se retrouvent être témoins d'un meurtre commis par la mafia. Pour éviter de se faire tuer, ils se déguisent en femmes et rejoignent un orchestre de femmes en partance pour la Floride. Dès lors, Joe devient Joséphine et Jerry devient Daphné. Sur place, ils tombent tous les deux amoureux de leur chanteuse de l'orchestre, Sugar Cane, jouée par Marilyn Monroe, qui est à la recherche d'un homme riche pour la soutenir financièrement et être son âme sœur. Sous le rôle de Sugar, Marilyn Monroe interprétera plusieurs chansons célèbres comme I Wanna Be Loved by You. Justement, à Miami, l'hôtel de luxe dans lequel elle s'installe et doit se produire grouille de milliardaires. Le richissime Osgood Fielding tombe amoureux de Daphné et Joe, s'étant emparé de la valise du directeur de l'orchestre, trouve de quoi se transformer en élégant jeune héritier fortuné afin de séduire Sugar. S'ensuivent dès lors des aventures rocambolesques. Donc on a donc ici affaire à une vraie comédie qui vient tout droit d'Hollywood, comme l'a dit Agnès aussi. Donc on est là pour quand même parler du thème monstre et sacré. Y a-t-il des sujets plus importants que vous aimeriez aborder? Donc Léna, je te laisse prendre la parole. À mes yeux, Certains l'aiment chaud est la comédie emblématique du travestissement au cinéma. En effet, comme Agnès l'a dit, les musiciens vont se déguiser en femmes, mais on peut voir qu'à l'inverse d'autres films comme Tulsi de Sidney Pollack, dans Certains l'aiment chaud, on se concentre sur les effets sociaux. On ne nous montre pas toute la métamorphose avec des choses comme s'épiler, faire des masques pour avoir la peau douce, etc., mais pour se hisser à la condition féminine. Ici, en changeant leur apparence, on nous montre que les musiciens subissent les normes sociales. Donc on le voit par exemple quand ils montent dans un train avec difficulté, alors que pourtant ce sont quand même des hommes forts, mais le fait qu'ils soient femmes vont leur ajouter une difficulté en plus. Et donc de plus, on voit vraiment qu'ils subissent tout le quotidien d'être femmes en se faisant séduire par des milliardaires par exemple. Et encore de manière plus profonde, le travestissement des personnages modifie leur vision du monde avec l'expérience d'une identité à la fois jouée et vécue. On peut donc dire qu'en se travestissant, Daphné et Joséphine vont découvrir le quotidien des femmes et de ce qu'elles subissent. Ils sont donc confrontés à l'expérience douloureuse de la condition féminine avec des choses comme des chaussures inconfortables, des frustrations sexuelles dans un train, etc. D'ailleurs, Joe va aller jusqu'à dire « Tu as une jupe, c'est comme un chiffon rouge pour un taureau ». Mais tout ça va encore plus loin, parce que ce film nous apporte une réelle réflexion sur la connaissance de soi et des autres, parce que c'est vraiment en changeant d'identité et en se mettant à la place de ce qu'ils ne sont pas, que leur vision sur le monde qui les entoure va changer. Et donc, en ayant vécu cette condition féminine, ils prennent conscience d'un regard sur les femmes, enfin d'un autre regard sur les femmes. C'est une chose qu'ils n'auraient pas pu se produire s'ils s'étaient pas mis à la place des autres. En effet, comme Léna a dit, c'est vraiment grâce à l'échange d'identité qu'ils vont pouvoir se retrouver, puisque depuis le début, ils étaient après l'argent, etc. Tandis qu'à la fin, Joe, il va donner un bracelet à Sugar, alors que le bracelet, il y a beaucoup d'importance et il vaut beaucoup d'argent, mais il décide quand même de lui donner pour lui faire un cadeau parce qu'il va partir. Du coup, Jade, on comprend que Billy Wilder traite des sujets très importants comme le travestissement et surtout l'amour. Mais malgré tout, cela reste une comédie. Peux-tu nous en dire plus sur la richesse comique que possède ce film ? Alors oui, je tiens aussi à dire que moi, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est le fait qu'il emprunte plusieurs ressorts du comique.
On peut tout d'abord se pencher sur le comique de situation qui peut notamment être représenté avec des quiproquos. Donc par exemple quand Joe et Jerry ont assisté au règlement de compte des gangsters, ou encore par des coïncidences comme quand les gangsters se sont retrouvés par hasard dans le même hôtel que les musiciens. Puis on peut aussi souligner le comique de situation qui bascule dans le comique de geste pur. Donc pour ça on peut s'appuyer sur la course-poursuite quand les gangsters cherchent Joe et Jerry. Alors oui, cette scène a recours au comique de situation et de geste, mais on peut aussi la qualifier comme étant sortie tout droit des cartoons. Puis la musique, la façon dont chacun se comporte, et aussi la coïncidence qu'ils se retrouvent devant la fenêtre des gangsters en essayant de fuir, se réfère vraiment à ce genre. Mais ce n'est pas la seule scène qui se réfère au cartoon, puisque la scène où les personnages cherchent à se cacher et qui se retrouvent malencontreusement sous la table des gangsters illustre bien ce comique. En outre, on peut faire un rapprochement entre les ressorts du comique de ce film et le genre théâtral, comme avec les comédies de vaudeville, où c'est un peu farfelu, où le monde tourne en tourbillon, toutes les portes se claquent, les gens passent et repassent, ce qui demande vraiment un travail précis et qui suscite une concentration impressionnante. Merci beaucoup, Jade. Alors, il est vrai que ce film est une vraie source de divertissement. Tout a été mis en place pour que le public passe un bon moment. Raphaël, veux-tu nous aiguiller sur le sujet? Bah, comme tu l'as dit, c'est une production d'Hollywood, donc il y a dedans beaucoup de ressorts spécifiques de ce style de cinéma. D'abord, on a par exemple des égéries, comme Marilyn Monroe ou Tony Curtis, qui sont des acteurs phares d'Hollywood. Après, on a aussi un fond de romance, d'histoire d'amour, donc entre Sugar et Joe. Après, on a aussi des tensions amenées par les gangsters. En même temps, ça amène du comique, comme l'a expliqué Jade. Donc, en fait, c'est des éléments qui sont assez basiques dans beaucoup de films, mais qui sont amenés ici avec une telle précision et avec tant de goût par Billy Wilder que ça en donne un très bon film. De plus, on a une très belle bande-son et des musiques qui sont entraînantes et qui nous font voyager dans cette Amérique de ces années. Donc je pense qu'il est aussi important de parler du cinéaste, car en fait Billy Wilder c'est un cinéaste qui est phare de Hollywood. Il a fait beaucoup de films pour ses studios. Malgré ça, c'est pas juste un produit d'Hollywood. En effet, il est assez iconoclaste et ça se ressent beaucoup dans le film d'ailleurs. Par exemple, il y a beaucoup de double sens et mais aussi par exemple d'ironie. Par exemple, le film se passe durant la période de Prohibition, pourtant la moitié des personnages boivent de l'alcool et Marilyn Monroe est montrée ici comme un personnage alcoolique, donc c'est assez en décalage avec la vision qu'on pourrait avoir d'elle. Donc Billy Wilder, c'est un cinéaste qui est beaucoup apprécié par le public. En effet, il a 9 Oscars et la plupart de ses films sont vraiment des succès populaires à chaque fois. Mais il remet souvent en question des thèmes comme le mariage et la réussite, le rêve américain un peu. Donc c'est un cinéaste complet, mais à la fois hors du chemin traditionnel. Alors, c'est sûr que pour une bonne recette, il faut des bons ingrédients. Et la sélection des acteurs est parfaite. Alors, il y a vraiment quelqu'un qui rayonne dans ce film, c'est Marilyn Monroe. Donc, je vous laisse en parler de ce sujet, parce que sa prestation est impressionnante. Le film Certains l'aiment chaud aborde le thème de la féminité de façon plutôt subversive pour l'époque. En effet, les deux personnages principaux masculins se déguisent en femmes pour échapper aux gangsters, mais également pour séduire les femmes et obtenir leur affection. Cela les amène à découvrir une part de leur féminité qu'ils ne connaissaient pas et à questionner leur propre identité. D'un côté, le film renforce certains stéréotypes liés à la féminité, en montrant des femmes belles et glamour, qui sont souvent l'objet de désir pour les hommes. Marilyn Monroe, qui incarne la chanteuse Sugar Cane, est le fantasme cliché des hommes. Tout au long du film, la caméra la filme de manière très suggestive, avec des plans rapprochés de son visage, de sa poitrine, de sa taille fine et de ses jambes, qui sont mises en valeur par des tenues conçues pour mettre sa silhouette en valeur et sa beauté. Également, par son charisme et sa voix envoûtante, elle parvient à charmer le spectateur.
D'un autre côté, le film remet en question ces stéréotypes en montrant que les femmes peuvent être intelligentes, fortes et indépendantes. Le personnage de Sugar Cane est une femme qui a traversé des épreuves difficiles dans sa vie, mais qui reste optimiste et déterminée. Elle est également capable de comprendre les motivations des hommes qui se cachent derrière leur déguisement de femme, créant une certaine complicité entre eux. Donc on a ici le personnage de Marilyn Monroe, Sugar, et un peu le rêve de tous les hommes. Donc ce personnage est plus qu'une simple fonction, parce que Billy Wilder euh, iconise Marilyn Monroe en jouant avec la lumière, par exemple. Donc à chaque fois, dans toutes les fois où elle est présente sur scène, c'est elle qu'on voit. Il y a pourtant aussi Tony Curtis et Jack Lemmon à côté, mais les jeux de lumière, sa voix envoûte le spectateur et nous plongeons totalement dans le film dès la fin de l'exposition. Du coup, le film change de dimension parce qu'on nous a présenté Sugar. Donc, même si le personnage de Sugar est une vraie réussite, il y a quand même d'autres choses d'importantes dans le film. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une bonne recette, il faut plusieurs bons ingrédients, un ne suffit pas. Donc, moi, je vous demande s'il y a quelque chose qui vous ont marqué, donc un personnage ou une scène, par exemple. Donc, ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans le film, c'est la mise en avant de l'amitié, puisque Joe et Jerry aiment tous les deux Sugar, mais Jerry se sacrifie pour que Joe puisse passer du temps avec Sugar sur le bateau, pendant que lui doit danser à contre-cœur avec Osgood Fielding. Pour moi, ce serait la scène dans le train. Après que les filles de l'orchestre soient mises dans leur couchette, Sugar vient rejoindre Daphné pour boire avec. Suite à cela, les autres filles les rejoignent avec du saucisson et d'autres victuailles afin de faire une petite fête en secret. C'est en sorte la première scène de complicité entre Joe, Jerry et les autres filles. Pour moi, ça serait plutôt un personnage, le personnage de Joe qui est interprété par Tony Curtis. Pendant tout le long, en fait, il va un peu s'enfoncer dans un mensonge sans fond. Il se travestit d'abord en femme, puis après en milliardaire, et promet une nuit dans un yacht avec Sugar, mais il n'a pas d'argent, donc il est obligé de manigancer avec son ami, avec Jerry. Donc c'est un personnage en fait qui s'enfonce toujours plus dans ses idées, mais à la fin qui triomphe par l'amour et l'amitié. Donc c'est un personnage qui m'a beaucoup plu. Bah, pour ma part, c'est le personnage joué par Jack Lemmon, donc soit Jerry ou Daphné. Donc en fait, ce personnage m'a fasciné. Tout d'abord par la complicité qu'il avait avec Joe. Donc c'est deux personnages qui se complètent facilement et celui de Jerry, du coup, apporte une vraie dimension comique. Chacun de ses actes est à but humoristique. Même sa relation avec le richissime Osgood, cela finit par une vraie situation, on va dire, burlesque. Donc ce personnage est pour moi une vraie réussite parce que il aborde tout plein de sujets et reste toujours fidèle à lui-même. Donc sur ce, je pense que c'est le moment de passer au mot de la fin. Donc Léna, je te laisse commencer. Pour le mot de la fin, j'aimerais rajouter que pour moi, l'amour est ici clairement le sacré du film, parce qu'on peut voir que l'amour prend vraiment le dessus sur l'identité, et que finalement, peu importe qui nous sommes, l'amour régnera malgré tout, et ce film nous le montre bien, je trouve. Merci beaucoup Léna. Jade, je sais que c'est un sujet similaire. Non, moi je pense que ça reste quand même ce côté, le côté de l'amitié, parce qu'on peut le voir tout au long que Joe et Jerry restent soudés, même s'ils aiment tous les deux Sugar. Pour moi, ce serait le fait que les deux personnages masculins soient obligés de se déguiser en femme pour échapper aux gangsters et poursuivre leur amour avec Sugar. Et cela montre que les normes sociales et les attentes de genre peuvent être contraignantes et très restrictives. Moi, ça serait plutôt par rapport à la notion de monstre, vu que c'est le thème. Donc, faut se rappeler qu'en latin, monstare, ça signifie montrer.
Donc c'est un peu ces femmes qu'on montre comme un peu une vitrine de la société, mais aussi Marilyn Monroe qui est un peu le symbole de tout ça, qui est ici dépeinte comme l'égérie un peu du cinéma américain, et qui est un peu la femme modèle, le fantasme masculin. Donc en même temps, ça critique un peu tout ça. Alors, du coup, pour finir, j'aimerais dire mon mot de la fin sur la phrase de fin du film. Donc, c'est la réplique finale du fiancé de Daphné, donc le fameux Osgood, qui, après avoir découvert tous ces fameux mensonges, avoir percé la mise en abîme des deux personnages, il découvre alors qu'il a voulu marier en vérité un homme et cite personne n'est parfait. Donc cette phrase a évidemment à but comique, mais elle peut avoir une immense tournure progressiste parce que il vient montrer que tous les hommes ne sont pas parfaits et en plus de ça, euh, est-ce vraiment un défaut d'aimer un homme? Donc pour l'époque, c'est quand même quelque chose d'incroyablement progressiste, je le répète. Donc selon moi, c'était une façon parfaite de clore le film, parce que avec de l'humour, on arrive à faire progresser la société. Du coup, enfin, merci beaucoup à Radio Club de Wallers de projeter nos ondes sur les leurs. Et bien sûr, on se retrouve pour le prochain film, La Mouche de David Cronenberg. Donc ça sera la dernière émission de la saison. Donc on a hâte, littéralement. Donc encore une fois, je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas, les films, c'est la vie, mais la vie n'est pas un film.